11 février 1886, sortie en librairie des Mémoires de Louise Michel. Préface par l'éditeur Roy. Il y a des noms si retentissants et d'une notoriété telle qu'il suffit de les mettre sur la couverture d'un livre sans qu'il soit nécessaire de présenter l'auteur au public. Et pourtant, je crois utile de faire précéder ces mémoires d'une courte préface. Tout le monde connaît, ou croit connaître, l'ex-déporté de 1871, l'ex-pensionnaire de la maison centrale de Clermont, la prisonnière devant laquelle viennent enfin de s'ouvrir les portes de Saint-Lazare. Mais il y a deux Louise Michel, celle de la légende et celle de la réalité, qui n'ont l'une avec l'autre aucun point de ressemblance. Pour bien des gens, et pourquoi ne pas l'avouer, pour la grande majorité du public, et surtout en province, Louise Michel est une sorte d'épouvantail, une impitoyable virago, une ogresse, un monstre à figure humaine, disposé à semer partout le fer, le feu, le pétrole et la dynamite. Au besoin, on l'accuserait de manger tout cru les petits-enfants. Voilà la légende. Combien différente est la réalité. Ceux qui l'approchent pour la première fois sont tous stupéfaits de se trouver en face d'une femme à l'abord sympathique, à la voix douce, aux yeux pétillants d'intelligence et respirant la bonté. Dès qu'on a causé un quart d'heure avec elle, toutes les préventions s'effacent, tous les partis pris disparaissent, on se trouve subjugué, charmé, fasciné, conquis. On peut repousser ses idées, blâmer ses actes, on ne saurait s'empêcher de l'aimer et de respecter, même dans leurs écarts, les convictions ardentes et sincères qui l'animent. Cette violente anarchiste est une séductrice. Les directeurs et les employés des nombreuses prisons traversées par elle sont tous devenus ses amis. Les religieuses elles-mêmes de Saint-Lazare vivaient avec cette athée, avec cette farouche révolutionnaire, en parfaite intelligence. C'est qu'il y a, en effet, chez elle, que mademoiselle Louise Michel me pardonne, quelque chose de la sœur de charité. Elle est l'abnégation et le dévouement incarnés. Sans s'en douter, sans s'en apercevoir, elle joue autour d'elle le rôle d'une providence. Oublieuse de ses propres besoins et de ses propres ennuis, elle ne se préoccupe que des chagrins ou des besoins des autres. C'est pour les autres, parents, amis ou étrangers, qu'elle vit et qu'elle travaille. Et le parloir de Saint-Lazare, où elle recevait de nombreuses visites quotidiennes, était devenu une sorte de bureau de charité, en même temps qu'un bureau de placement, car la prisonnière, du fond de sa cellule, s'ingéniait pour trouver des emplois à ceux qui étaient sans ouvrage et pour donner du pain à ceux qui avaient faim. Elle multipliait les correspondances, n'hésitait pas à importuner ses amis, qui ne s'en plaignaient jamais, à plaider pour ses protégés. L'anecdote suivante donnera la mesure de sa bonté. Il y a 3 ans, elle allait faire une série de conférences à Lyon et dans les autres villes de la région du Rhône. Partie avec une robe toute neuve, elle revint 15 jours plus tard, au grand scandale de sa pauvre mère, avec un simple jupon. La robe de cachemire noire avait disparu. N'ayant plus d'argent, elle l'avait donnée à Saint-Étienne à une malheureuse femme qui n'en avait pas, renouvelant ainsi la légende de Saint-Martin. Encore l'évêque de Tours ne donnait-il que la moitié de son manteau. Louise Michel offrait sa robe tout entière. J'ai parlé de sa mère. Ah, voilà encore un des côtés touchants de mademoiselle Michel. En lisant ses mémoires, on verra à quel point est développé chez elle le sentiment de la piété filiale.
C'était une véritable adoration. Cette femme, à 40 ans passés, était soumise comme une petite fille de 10 ans devant l'autorité maternelle. Enfant terrible, parfois, il est vrai. Ayant recours, pour épargner à sa digne mère une inquiétude et une angoisse au milieu de ses périlleuses aventures, à une foule d'innocents subterfuges et de petits mensonges. Rien qu'en l'entendant dire « maman », on se sentait ému. On ne se souvenait plus qu'elle était arrivée à la maturité. Elle a conservé une jeunesse de cœur et d'allure, une fraîcheur de sentiment qui lui donne un charme incroyable. Câline, tendre, affectueuse, se laissant gronder par ses amis et les tourmentant, de son côté, avec une mutinerie de jeune fille. Voilà pour la femme. Quant à son rôle politique, il ne saurait me convenir de l'apprécier ici, en tête de ces pages où, avec sa franchise ordinaire, avec un décousu systématique qui ne lui messied pas, et des négligences voulues de forme et de style, qui donnent à tout ce qu'elle écrit une originalité particulière. Elle raconte sa vie, ses impressions, ses pensées, ses actes, ses souffrances, ses doctrines. En éditant ce livre, qui s'adresse à tout le monde, aux adversaires de l'auteur comme à ses amis, je n'ai ni à blâmer, ni à approuver, ni à endosser, ni à décliner la responsabilité de ce qu'il contient. Les lecteurs jugeront, selon leurs tendances, selon leurs goûts, selon leurs idées, selon leurs hostilités ou leurs sympathies. C'est leur tâche et non la mienne. Mais il est un point sur lequel on tombera d'accord, à quelque parti qu'on appartienne, et sur lequel il n'y a jamais, dans la presse, qu'une seule voix, dès qu'il s'agit de Louise Michel. On aime, en France, et on admire la simplicité et la crânerie, même chez ceux dont on répudie les faits et gestes. On estime l'unité de vie et la bonne foi, même dans l'erreur. Mademoiselle Louise Michel, on lui a constamment rendu cette justice, n'a jamais varié, ni jamais reculé devant les conséquences de ses tentatives. Elle n'est pas de ceux qui fuient, et l'on se rappelle qu'après l'échauffourée de l'esplanade des Invalides, elle a résisté à toutes les instances de la famille amie chez laquelle elle était réfugiée, et a tenu à se constituer prisonnière. Ce n'est ni une lâcheuse, ni une franc-fileuse. Et quelle crânerie simple, digne, dépourvue de pose et de forfanterie, en présence de ses juges. Avec quel calme elle a l'habitude d'accepter la situation qu'elle s'est librement faite, à tort ou à raison, de ne s'abriter jamais derrière des faux fuyants, des excuses ou des échappatoires. Soit devant le Conseil de guerre de Versailles en 1871, soit devant la police correctionnelle après la manifestation Blanqui en 1882, soit dans son dernier procès en 1883, devant la cour d'assises de la Seine. Toujours on l'a trouvée levant fièrement la tête, répondant à tout, s'attachant à justifier ses co-accusés sans se justifier elle-même, et courant au-devant de toutes les solidarités. On trouvera dans l'appendice placé à la fin de ce premier volume le compte-rendu emprunté à la Gazette des tribunaux, qui n'est pas suspecte de complaisance pour l'accusé, de ces 3 jugements, et l'on se convaincra que la condamnée est vraiment un caractère. Quant à la résignation, à la joie âcre avec lesquelles elle a supporté les diverses peines prononcées contre elle, la déportation, la prison, la maison centrale, il faut remonter au 1er siècle de notre ère pour trouver chez les martyrs chrétiennes quelque chose d'équivalent. Née 19 siècles plus tôt, elle eût été livrée aux bêtes de l'amphithéâtre. À l'époque de l'Inquisition, elle eût été brûlée vive. À la Réforme, elle se fut noblement livrée aux bourreaux catholiques. Elle semble née pour la souffrance et pour le martyre. Il y a quelques jours à peine, et quand le décret de grâce rendu par Monsieur le Président de la République lui a été signifié,
N'a-t-il pas fallu presque employer la force pour la mettre à la porte de Saint-Lazare? Elle ne voulait point d'une clémence qui ne s'appliquait pas à tous ses amis. Sa libération a été une expulsion, et elle a protesté avec énergie. Louise Michel n'est pas moins bien douée intellectuellement qu'au point de vue moral. Fort instruite, bonne musicienne, dessinant fort bien, ayant une singulière facilité pour l'étude des langues étrangères, connaissant à fond la botanique, l'histoire naturelle, et l'on trouvera dans ce volume de curieuses recherches sur la faune et la flore de la Nouvelle-Calédonie. Elle a même eu l'intuition de quelques vérités scientifiques, récemment mises au jour. C'est ainsi qu'elle a devancé M. Pasteur dans ses applications nouvelles de la vaccine au choléra et à la rage. Il y a quelques années déjà que la déportée de Nouméa, on le verra plus loin, avait eu l'idée de vacciner les plantes elles-mêmes. Mais par-dessus tout, elle est poète. Poète dans la véritable acception du mot. Et les quelques fragments jetés çà et là dans ses mémoires décèlent une nature rêveuse, méditative, assoiffée d'idéal. La plupart de ses vers sont irréprochables pour la forme, aussi bien que pour le fond et pour la pensée. Je m'arrête. Maintenant que j'ai, au risque d'encourir les reproches de mademoiselle Louise Michel, présenté sous son vrai jour une des physionomies les plus curieuses de notre temps, je livre avec confiance ce livre au public. Et je laisse la parole à l'auteur.